Bonjour, très heureuse de vous accueillir à la 3e édition du Retail Day que Roland Corporate organise avec son partenaire Bourse Direct. Alors vous êtes Olivier Dez, vous êtes le directeur général d'HRS qui est un pure player de stations de ravitaillement d'hydrogène. Alors HRS conçoit et produit des stations sur son site à Grenoble. Vous avez développé une large gamme de stations permettant de répondre à de vastes demandes. Alors HRS est coté sur Euronext Growth depuis février 2021, donc on fête la 4e année de cotation en bourse. Alors juste pour la petite histoire et pour rappel, ça aura quand même été la plus grande introduction en bourse sur Euronext Growth, sur ce marché, depuis sa création, 20 ans. Et donc on se rappellera d'une demande assez exceptionnelle puisqu'elle a représenté 4 fois l'offre au moment de l'introduction. Alors depuis février 2021, le monde a quand même changé et l'engouement pour les énergies alternatives est passé au second plan. Mais vous pouvez nous rappeler ce qu'HRS a fait depuis février 2021, depuis son introduction en bourse? On a l'impression que c'est hier, mais c'est déjà une longue aventure, puisque HRS aujourd'hui c'est une offre de stations avec 3 stations déjà, puisqu'on a la station HRS 14, la station HRS 28, la station HRS 40. Donc c'est 3 gammes. 3 gammes. C'est 28 stations en opération, donc en 2 ans et demi, 28 stations installées et qui aujourd'hui ravitaillent des véhicules. Qui fonctionnent. Voilà, c'est une équipe aujourd'hui de 137 personnes. Donc on a multiplié quasiment par 5 l'équipe sur cette période. C'est aussi un nouveau site de production de 14 300 m², qui a une capacité aujourd'hui de produire 180 stations par an. Et puis c'est aussi sur ce site une zone de test, de développement qui accueille tous les premiers de série de nos stations, qui permet aujourd'hui de faire de l'amélioration continue. Et puis bien sûr c'est beaucoup d'autres choses, puisque on est tourné vers l'avenir et puis plein de nouveaux projets et on espère bientôt encore plein de nouvelles commandes. Mais effectivement, en tout cas, l'introduction vous a permis effectivement d'arriver à ce stade. Alors, qu'est-ce qui a évolué aujourd'hui pour HRS, que ce soit en termes d'usage pour les stations, mais aussi pour vous en termes de modèle économique? Donc aujourd'hui, HRS, c'est vraiment une société qui s'est développée autour d'une offre qui sont les stations de ravitaillement pour la mobilité hydrogène. Alors quand on parle de mobilité hydrogène, on va parler de quoi? Principalement aujourd'hui, la mobilité hydrogène, c'est la mobilité lourde et intensive, parce qu'elle permet aujourd'hui de répondre aux enjeux de ces mobilités avec l'autonomie, le ravitaillement rapide des véhicules et puis surtout une offre de véhicules qui est zéro émission. Alors, les stations, on l'a dit, une gamme de stations. Et HRS, qu'est-ce qu'on propose? On propose des solutions clés en main qui va de la conception de la station. On fabrique la station grâce à notre nouvelle usine. On a nos propres équipes qui vont installer les stations sur le site des clients. On fait aussi le démarrage de la station, c'est-à-dire toute la mise en gaz, vérifier que les permanences sont là. Et après, on a une offre de service parce que ces équipements sont là pour durer et pour tourner. Donc HRS accompagne son client tout au long de l'exploitation de la station avec la maintenance, bien sûr, mais aussi du service avec de l'astreinte 24/24 si le client le demande et tout l'accompagnement qu'on peut lui donner pour que sa station soit opérationnelle. Alors, aujourd'hui, HRS est reconnu aussi par ses clients pour la qualité de ses produits, mais aussi la qualité de son service, et je pense que c'est vraiment une récompense pour HRS et l'engagement de tout le personnel d'HRS qui est vraiment engagé au jour le jour. Et puis c'est aussi aujourd'hui le plus gros parc européen de stations de grande capacité avec 28 stations. Et par exemple, on a installé, entre la fin de l'année et le début de cette année, on a installé 4 stations, dont des stations de grosses capacités, 1 tonne jour. Et puis aujourd'hui, à chaque fois qu'on installe une station, qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière, on a du contrat de maintenance et ça entraîne aussi du revenu récurrent. Donc en termes d'évolution du modèle, pour bien comprendre, donc à la fois vous vendez des stations, vous générez des revenus liés à la vente de stations, mais vous générez également de la récurrence en termes de revenus grâce à des contrats d'accompagnement, de maintenance, de services pour accompagner vos clients et faire en sorte que ces stations à la fois marchent et puis effectivement puissent avoir des remontées
peut-être en termes d'information. Voilà, donc on a, comme le dit Nissa, le business model, c'est deux choses, c'est la conception et la vente de stations, et puis derrière, toute la partie service qui est du revenu récurrent. C'est très clair. Alors, l'hydrogène a souvent été présenté comme le Graal de la transition énergétique en raison de son potentiel à décarboner, et en particulier plusieurs secteurs d'activité. Aujourd'hui, on sent que la montée en puissance est un peu plus lente. C'est quoi pour vous les relais pour faire face effectivement un peu à cette lenteur de montée en puissance, ou on dirait de ramp-up du marché? Alors tout à fait. Au début, HRS étant une société française, on s'était concentré sur le marché français, mais rapidement, on a vu que si on voulait soutenir notre croissance, il fallait aller voir plus loin. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est d'aller hors des frontières. Et donc aujourd'hui, HRS, on a déjà des stations qui tournent, bien sûr en France, mais en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, bientôt en Italie, au Moyen-Orient. Donc c'est ça aujourd'hui. Donc l'internationalisation de la société est un véritable relais, ce que vous n'aviez pas au moment de votre introduction en bourse. Vous étiez un groupe purement franco-français, vos clients étaient français. Tout à fait, voilà. Et donc aujourd'hui, on continue dans cette direction. Pourquoi? Parce que on voit que le développement de l'hydrogène en fait n'a pas la même vitesse dans toutes les géographies. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, c'est le but, c'est qu'on était sur des acteurs qui étaient plutôt des porteurs de projets ad hoc avec des projets vraiment ciblés mobilité hydrogène. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que le marché est en train d'évoluer. Il est en train d'évoluer vers des acteurs, je dirais, de taille plus importante, nationale ou internationale, principalement pour eux avec des relais de croissance comme des gens dans le oil and gas ou dans l'énergie, des marchés. Plutôt des profils grands comptes. Voilà, profil grand compte. Et donc ce qui veut dire que ces projets-là, ces gens-là ont aussi une ambition qui va être plus importante. Donc sur des projets de plus grande taille. D'accord. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on déploie des stations une tonne jour. Et puis récemment on a annoncé cette belle commande pour une station de 4 tonnes en Europe. Bravo, parce qu'elle est très structurante cette commande. Elle est très structurante au-delà de la taille, du montant effectivement. Vous n'avez pas communiqué sur le montant de la commande, mais on imagine que c'est un montant assez structurant pour la société en termes des revenus. Au-delà de la contrepartie, on imagine que c'est un grand compte. C'est aussi une capacité extrêmement puissante, puisque c'est 4 fois la taille, c'est 4 fois la capacité d'approvisionnement d'une station classique produite par HRS. Alors justement, c'est l'occasion de faire un point. Vous en êtes où aujourd'hui des installations à date, d'ailleurs en France ou ailleurs, mais si vous en avez rapidement parlé, et sur quelle utilisation en fait, pour quelle utilisation? Donc aujourd'hui, peut-être rapidement pour faire un petit point de contexte, je veux dire, l'Europe est quand même très en avance et quand même très moteur dans le développement de la mobilité hydrogène. Puisque l'Europe a mis en place une régulation européenne qui s'appelle l'AFIR, l'Alternative Fuel Infrastructure Regulation, qui impose aux États européens d'aller déployer une station de ravitaillement tous les 200 km sur les grands axes, ce qu'on appelle trans-européens, ou avec un terme TEN-T, donc c'est ces grands axes autoroutiers qui permettent aux camions de traverser l'Europe. Donc ça, c'est une chose qui est bien parce que c'est une décision structurante. Et l'Europe aussi a mis en place la partie financement pour pouvoir justement accompagner ces acteurs dans le déploiement de ces infrastructures avec ce qu'on appelle l'AFIF pour le bras financier de cette décision. Alors ce qui est important aussi de voir, c'est que cette tendance de décarboner la mobilité, il n'y a pas que la France. On voit, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans tous les grands États dans le monde. Donc les États-Unis avec l'IRA, vous avez la Chine, qui a aussi un plan de déploiement de la mobilité hydrogène. Vous avez aussi des acteurs comme les pays du Golfe, les pays arabes, et puis aussi tous les pays du sud asiatique. Donc tous ces pays-là ont soit ont décrit une stratégie de décarbonation, soit ont commencé à déployer des infrastructures. D'accord. Donc ça, c'est vraiment clé. Après, ce qu'il faut voir, c'est que l'infrastructure aujourd'hui qui a été déployée, parce qu'en Europe, on a quand même la chance d'avoir une infrastructure de mobilité hydrogène qui existe déjà. Elle existe, mais elle est, alors on ne va pas dire obsolète, mais elle a été développée pour ravitailler plutôt des véhicules légers. Et aujourd'hui,
quand on parle mobilité hydrogène, là où la mobilité hydrogène fait vraiment sens, c'est quand on va vers un usage intensif ou du véhicule lourd ou de l'usage continu. C'est là vraiment où par rapport aux véhicules décarbonés d'aujourd'hui, on est différenciant parce qu'on peut se ravitailler très rapidement. Aujourd'hui, c'est on va dire entre 3 et 10 minutes suivant un petit véhicule ou un camion. Ouais. C'est déjà aujourd'hui entre 500 et 600 km d'autonomie et ça sera les prochains véhicules, les camions qui sortent, ça sera 1000 km d'autonomie, donc des autonomies qui sont similaires aux véhicules aujourd'hui à essence, mais c'est aussi des enjeux de structuration de filière qui sont importantes. Bien sûr. Alors justement, on parlait de l'offre. Aujourd'hui, vous avez renforcé votre offre pour accompagner la mobilité lourde, élargi votre proposition de valeur. Aujourd'hui, c'est quoi les défis technologiques, les défis techniques, pardonnez-moi, et réglementaires pour adapter vos stations au camion, au train, au bateau? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, quand même un point important, c'est que la mobilité hydrogène est déjà très réglementée en termes de ravitaillement, c'est-à-dire que tous les véhicules vont avoir la même connectique, tous les véhicules doivent suivre la même réglementation pour être ravitaillés. Donc ça veut dire que quand on développe une station, on s'appuie sur ces réglementations et on est sûr que en s'appuyant sur cette réglementation, et de toute façon c'est demandé par nos clients, tous les véhicules qui sont sur le marché vont pouvoir venir se ravitailler. Donc ça déjà c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est qu'on anticipe les besoins, les futurs besoins de demain. Parce que bien sûr, on veut toujours ravitailler plus vite, ravitailler plus, etc. Donc ça, aujourd'hui à CRS, on est déjà engagé là-dedans. Et donc grâce aussi à notre zone d'essai sur notre site de Champagny à côté de Grenoble, on participe à un projet européen qui s'appelle READY, qui anticipe l'arrivée justement des camions avec des autonomies de 1000 km et de pouvoir faire le plein de ces camions en 10 minutes. Donc on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir offrir en fait une expérience similaire aux camions, que ce soit du diesel ou de l'hydrogène. Et ça, c'est très différenciant, surtout quand on propose une offre décarbonée. Et puis aussi, là, on a, début d'année, signé un partenariat avec Toyota. On va en parler. Un partenariat avec Toyota qui, eux, ont une autre approche, c'est-à-dire que plutôt que d'aller faire une station qui va ravitailler très vite beaucoup, mais c'est d'utiliser 2 points de ravitaillement, parce que souvent les stations, elles ont plusieurs points de ravitaillement pour remplir un seul véhicule et pouvoir le remplir 2 fois plus vite. Donc voilà, donc on anticipe. Aujourd'hui, un HRS, c'est aussi ça, c'est anticiper les besoins de demain, aussi bien dans la conception de nos stations que dans des partenariats ou des développements techniques pour répondre aux enjeux de demain. C'est très clair. Donc vous avez signé des partenariats, vous venez de le citer, des partenariats stratégiques avec des acteurs clés de la filière. Est-ce qu'on peut imaginer un développement de solutions sur mesure pour chaque type de transport lourd? Alors aujourd'hui, on a déjà une offre qui s'adapte aux besoins du client. Aujourd'hui, on est parti en une conception de nos stations sur la base de solutions modulaires. Donc on développe des modules et ces modules, après, on peut les assembler, on peut rajouter des choses, mais sur la base de quelque chose qui est standardisé, donc ce qui permet aussi d'aller vers de la fiabilité, parce que c'est quand même important. On ne l'a pas dit, mais une station de ravitaillement, c'est comme une station-service, c'est-à-dire que quand le client vient pour remplir son véhicule, il faut que ça fonctionne. Sinon, il repart pas. Donc c'est vraiment l'enjeu. On a 2 enjeux, c'est la fiabilité, qui est quand même la sécurité bien sûr, mais après répondre aux enjeux de capacité du client. Et grâce à la modularité qu'on a mis en place, on peut faire en fait des stations qui vont répondre aux besoins un peu spécifiques du client, ou en tout cas aux usages envisagés du client. Et donc par exemple, on en parlait tout à l'heure, la fameuse station de 4 tonnes, elle a été faite grâce à ça. On est parti de la station d'1 tonne, mais on a réussi à assembler des briques ensemble pour pouvoir proposer à notre client une station de 4 tonnes. Et ça, c'est votre savoir-faire. Ça, c'est notre vrai savoir-faire. Et ce savoir-faire, ce savoir-faire va aussi bien dans la conception, donc mettre que les modules s'agencent ensemble, mais il y a aussi toute la partie contrôle-commande, c'est-à-dire comment je vais piloter tout ça pour que derrière ça fonctionne de façon optimum et au moindre coût pour le client. C'est très clair.
Alors HRS est une entreprise cotée, on l'a dit, vous avez levé près d'une centaine de millions d'euros en 2021. Ça vous a permis d'aller assez loin, puisque ça vous a permis effectivement d'investir dans un site que moi j'ai eu l'occasion de visiter, flambant neuf et qui est prêt effectivement à produire. Rappelez-nous simplement la capacité de production de ce site aujourd'hui à Champagney. Ce site va être capable de produire 180 stations par an. Ce qui est quand même... Il faut voir qu'au cours des 10 dernières années, il y a un peu moins de 100 stations qui ont été installées en Europe. Donc voilà, on a vraiment la capacité de suivre l'évolution et l'accélération de ce marché. Donc aujourd'hui, vous êtes prêt. On est prêt. Vous êtes prêt. Néanmoins, l'expansion, il faut quand même la financer aujourd'hui. Aujourd'hui, comment vous comptez la financer? Comment vous financez? Et on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais est-ce que les subventions publiques, d'abord, est-ce que vous en bénéficiez ou à quel niveau de la chaîne de valeur elles sont? Parce qu'elles existent, hein, les subventions. Donc aujourd'hui, peut-être pour revenir un peu, oui, les investissements principaux ont été réalisés chez HRS, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, on a investi dans un bâtiment, on a investi dans une zone de test, on a fait les recrutements. Donc aujourd'hui, la société est vraiment prête à l'accélération et prête à répondre à l'enjeu du marché. Et on est vraiment aujourd'hui un acteur unique et de premier plan qui va bénéficier de l'accélération du marché. Après, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'est plus en phase de recherche et développement, on n'est plus en phase de conception, on est vraiment en phase aujourd'hui de déployer. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une activité commerciale importante et de pouvoir justement, on disait tout à l'heure, s'internationaliser et aller répondre à tous les marchés. Après, et d'être crédible. Et d'être crédible vis-à-vis de clients, compte tenu de cette capacité que vous avez, du savoir-faire, des équipes que vous avez. Et puis un point quand même important aujourd'hui, c'est que on a un actionnaire, notre président directeur général Hassan Rachedi, qui aujourd'hui détient 60% du capital, et ça c'est quand même un élément clé dans la gouvernance de l'entreprise, ce qui nous permet, qui est dirigeant et qui est là. Et donc voilà, en cas de besoin, il est là, il est présent, et comme c'est son entreprise. Oui, rappelez-nous combien il a du capital. Aujourd'hui, il a un peu plus de 60% du capital encore. Donc voilà, donc il est vraiment, c'est significatif. Et bon, et jusqu'ici, aujourd'hui, à HRS, on a réussi à préserver nos forces et les intérêts de ses actionnaires, parce que voilà, les intérêts des actionnaires sont vraiment alignés avec les intérêts aujourd'hui de l'actionnariat principal de l'entreprise. Incontestablement. Peut-être une question, puisqu'on est là pour parler en fait à vos actionnaires individuels et à des investisseurs individuels, non-acteurs actionnaires de HRS. Vous faites quoi, vous, pour les actionnaires individuels? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, HRS essaye de communiquer vraiment de façon importante. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde dans notre domaine, on est la seule société du secteur qui partage autant d'informations. On est aussi bien financière, stratégique, du marché. Donc aujourd'hui, je pense que ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui est différenciant. Et si vous allez sur notre site web, dans l'onglet investisseurs, vous allez retrouver toutes les informations, tous les communiqués de presse, tous les rapports, tout ça, toutes les présentations qu'on fait, elles sont publiques. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est vraiment le plus transparent possible, en tout cas. Et puis, donc, je pense que ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. Je veux dire, le fait d'avoir un actionnaire principal, aujourd'hui, ça fait vraiment la différence. Et puis, il est là, il veille à une gestion financière bien au cordeau. Bien sûr. Donc on dira qu'effectivement, l'alignement d'intérêt est un élément clé quand même. Tout à fait. L'alignement d'intérêt, puis évidemment tout l'effort que vous faites, et ça c'est vrai en termes de transparence vis-à-vis de la performance économique, commerciale, de vos projections aussi en termes d'ambition. Et ça c'est vrai que c'est quand même une grande qualité pour une entreprise cotée d'apporter autant de transparence. Alors en conclusion, si on se projette dans 5 ans, est-ce qu'on peut imaginer un monde où l'hydrogène sera enfin une solution incontournable et déployée à grande échelle dans le transport de marchandises ou de passagers, ou est-ce que vous pensez que ça restera une solution de niche en fait? Non, l'hydrogène est vraiment la solution pour décarboner, ce qu'on disait, la mobilité lourde et intensive. C'est vraiment là où on va apporter une solution qui va permettre vraiment de faire du zéro émission, tout en
répondant aux contraintes de ces mobilités. Donc ça, je pense que c'est... Voilà. Et ce qu'on disait tout à l'heure, au début de l'entretien, c'est que ce constat a été fait pas seulement au niveau européen, mais aux États-Unis, mais en Chine, mais dans les autres pays du monde. Et donc, on voit vraiment cette mobilité se développer. Alors, ce qu'on me disait, hein, mobilité lourde, mobilité intensive. Donc, quand on parle de mobilité lourde, ça va être le transport de marchandises. Mobilité intensive, on va parler principalement aujourd'hui de tout ce qui va être chariot élévateur logistique. On va avoir aussi tout ce qui va être flotte de bus et autocars, où là, vraiment, la mobilité hydrogène est une solution qui permet vraiment d'opérer ces flottes comme on opère une flotte aujourd'hui de véhicules à essence. Et puis, la technologie hydrogène est quand même une technologie qui est complémentaire de l'électrique. Elle ne va pas, va pas remplacer, elle est là en complément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ravitaillement rapide, c'est autonomie, c'est des choses où la mobilité électrique aujourd'hui ne répond pas à ces enjeux. Et puis, aujourd'hui, la mobilité hydrogène, c'est ce qui va permettre aux véhicules, et déjà dès aujourd'hui, d'avoir une autonomie importante et des autonomies encore plus longues demain, parce que faire des camions avec 1000 km d'autonomie, c'est déjà possible aujourd'hui. Et puis tout ça en ravitaillant rapidement. Et puis pour finir, peut-être que on reste focalisé sur l'avenir. Je pense que c'est très important. Et puis on a vraiment l'ambition d'HRS, c'est vraiment d'apporter des solutions pour décarboner la mobilité. Et décarboner la mobilité dans sa globalité, si on peut y répondre. En tout cas, on a compris que vous étiez prêt. Un grand merci. Merci Olivier pour votre temps. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'HRS, un acteur référent dans la filière à hydrogène. On vous souhaite le meilleur et nous, on est convaincus que le meilleur est à venir. À très bientôt. Merci.